Qu'est-ce qui t'amène au WAC aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je venais parler de blockchain, crypto-monnaie, donc toute la révolution autour de cette nouvelle technologie-là, par exemple comme Bitcoin. Et je venais faire une introduction, vraiment expliquer comment la technologie fonctionne et l'impact potentiel sur la société. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir ce sujet-là aujourd'hui? Donc, à chaque année, j'essaie de me forcer à apprendre un nouveau sujet que je trouve qui est de l'heure, qui est important justement à expliquer aux gens. Comme l'année passée au WAC, je parlais d'intelligence artificielle. Cette année, en fait, 2017, ça a vraiment été l'année des crypto-monnaies où que tout le monde a commencé à en parler. C'est vraiment devenu populaire. Et moi, j'ai été chanceux, j'ai été introduit à ça vraiment tôt. Donc, il y a plusieurs années déjà que je suis dans le domaine, que je connais ça, que je comprends ça. Je suis dans les réseaux à Silicon Valley, justement, qui parlent beaucoup de cette technologie-là. Et je trouvais que ça valait la peine de justement amener ce sujet-là à Québec pour venir introduire les gens. Et je trouve aussi beaucoup que énormément de gens parlent de Bitcoin, parlent des crypto-monnaies, mais l'expliquent vraiment mal. Donc, par exemple, il y a quelques semaines, à Tout le monde en parle, il y avait quand même un groupe d'experts qui était venu parler et ça avait rapidement viré en débat. Puis on a un peu raté l'occasion de vraiment expliquer comment la technologie fonctionne. Donc mon objectif, c'est de expliquer la technologie, les fondements derrière, par exemple, Bitcoin, mais aussi de parler de l'utilisation potentielle dans le futur de cette technologie-là qui, selon moi, est révolutionnaire. Tu as abordé différents aspects par rapport à la crypto-monnaie. Tu as parlé beaucoup aussi du blockchain, comme le fait que c'était une technologie finalement qui était très communicante avec les bitcoins, les crypto-monnaies. Est-ce que tu peux me dire rapidement un peu pourquoi tu penses que les blockchains, c'est quelque chose qui va de pair avec la crypto-monnaie? Ouais. Blockchain, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que Bitcoin, c'est intéressant, mais la vraie révolution derrière Bitcoin, c'est blockchain. Et ça, c'est faux. C'est un peu une mauvaise compréhension de comment ça fonctionne, Bitcoin. Et il y a plusieurs technologies, y compris la blockchain, qui viennent faire de Bitcoin un peu cette révolution-là vraiment incroyable. Et essentiellement, qu'est-ce que ça permet de faire, Bitcoin, blockchain, les crypto-monnaies? C'est que pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, on peut créer des objets numériques qui sont uniques. Donc, on ne peut plus dupliquer. Donc, par exemple, si j'ai un Bitcoin, ce Bitcoin-là peut juste exister à un seul endroit sur la planète Terre en même temps. Donc, on vient ramener un peu des propriétés d'objets réels dans le monde du numérique. Essentiellement, on vient enlever une fonctionnalité du numérique qui est la propriété de dupliquer l'information, de dupliquer les objets numériques. Et en enlevant cette propriété-là, on vient vraiment révolutionner le monde de l'informatique, mais aussi le monde de la finance et plus encore. Tu as parlé aussi qu'un des aspects qui était très particulier à toute la crypto-monnaie et le blockchain, c'est l'aspect de transparence. Oui. En quoi est-ce que ça se distingue de ce qu'on a actuellement, cette transparence-là? Donc, et ça, c'est c'est un peu une méconception autour de Bitcoin. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent Bitcoin, c'est privé. C'est utilisé pour faire des transactions criminelles, etc. Et encore une fois, c'est une mauvaise compréhension de comment ça fonctionne. Donc, la blockchain de Bitcoin, elle est publique. N'importe qui peut aller la télécharger sur le site bitcoin.org. Et donc, n'importe qui peut aller voir toutes les transactions qui ont été faites sur le réseau Bitcoin depuis le début de son existence. Et à ce moment-là, c'est pseudo-anonyme dans le sens qu'on peut voir quelle adresse qui envoie combien d'argent à qui. Mais le défi, c'est de savoir à qui appartient l'adresse. Et éventuellement, on pourrait s'imaginer un monde où, par exemple, tout l'argent est de type crypto-monnaie. Donc, les gouvernements au complet pourraient mettre toutes leurs finances sur des blockchains qui seraient complètement transparentes. Et n'importe qui pourrait aller, par exemple, visiter l'adresse du gouvernement et voir que bel et bien, le gouvernement investit 20 par exemple, dans l'éducation et tout se fait de façon automatisée parce qu'une autre des innovations, justement, de Bitcoin, des crypto-monnaies, c'est qu'on peut maintenant programmer l'argent. Donc, on peut venir mettre des conditions, on peut venir mettre du code qui vient automatiser des transactions. Donc, c'est vraiment révolutionnaire à ce niveau-là également. Tu parlais également que, un des avantages à ça, c'est que le gouvernement n'est plus le propriétaire, n'est plus finalement l'agent contrôleur de la monnaie. Ouais. Quel genre de protection ça offre aux citoyens, ce genre d'approche-là? Ouais. Donc ça, c'est une autre révolution. Donc pour la première fois depuis l'histoire de l'humanité, en fait, peut-être pas depuis le début, mais depuis très longtemps, ce n'est plus les gouvernements qui ont le contrôle, le monopole absolu sur l'argent. Donc maintenant, n'importe qui peut venir créer sa propre crypto-monnaie et commencer à faire du troc, à commencer à faire de l'échange avec ses pairs sans avoir à demander la permission aux banques ou à demander la permission au gouvernement. Et donc ça amène plusieurs questions. Donc probablement que le gouvernement va vouloir contrôler Bitcoin éventuellement parce que ça peut amener beaucoup de fraude, ça peut amener beaucoup de blanchiment d'argent si on passe par exemple au privacy coin, des coins qui sont intraçables, donc toutes les transactions sont intraçables. Mais en même temps, un autre aspect aussi qui est intéressant, selon moi, c'est que Bitcoin, ça vient rajouter de la compétition contre les gouvernements. Donc, les gouvernements n'ont plus le monopole sur l'argent.
Et donc, ils ne peuvent plus faire nécessairement ce qu'ils veulent au niveau monétaire, ils ne peuvent plus agir de façon irresponsable parce que s'ils le font, bien, les gens vont aller chercher une porte de sortie, ils vont sortir de l'économie nationale, ils vont aller dans l'économie numérique, ils vont acheter des bitcoins, ils vont acheter des Ethereum, ils vont pouvoir fonctionner dans la société quand même sans avoir à passer par des systèmes gouvernementaux. Tu avais donné un exemple très précis d'ailleurs à ce niveau-là, donc tu me disais que dans tes poches toujours Ouais. un billet de combien en fait? 100 trilliards de dollars de la République du Zimbabwe. Et ça, en fait, je le garde dans mes poches un peu comme un rappel pour me rappeler qu'est-ce qui se passe quand les gouvernements, bien, les institutions financières deviennent irresponsables. Donc, je peux montrer à la caméra. Et ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au Zimbabwe, dans les années 80, le dollar du Zimbabwe valait à peu près la même chose qu'un dollar américain. Le gouvernement a un peu scrappé l'économie et dans un effort désespéré de sauver l'économie, ils se sont mis à imprimer plein d'argent. Donc, du jour au lendemain, le gouvernement imprimait des billets de 100 millions, de 100 milliards de dollars. Et donc, les gens qui avaient travaillé très durement pour économiser tout leur argent, bien, ils ont vu leur argent, la valeur, être complètement diluée du jour au lendemain. Et Bitcoin, justement, ça offre une certaine forme de protection. C'est-à-dire que si le gouvernement commence à faire des trucs un peu louches comme ça, bien, on peut décider de sortir de l'économie, d'investir, par exemple, dans le Bitcoin, qui est une monnaie globale, qui n'est pas affectée par les changements locaux au niveau du gouvernement. Et donc, ça rajoute une espèce de couche de protection supplémentaire. Donc, les gens ont maintenant le choix, ils ont de la compétition. Et si le gouvernement ne fait pas leur affaire, si les banques ne font pas leur affaire, ils peuvent aller voir les compétiteurs qui sont globales, distribués à travers le monde. Tu disais également que quelqu'un, justement, qui se retrouve à être dans un pays où est-ce que, bon, il y a de l'instabilité au niveau du gouvernement, il arrive quoi que ce soit, bon, l'argent qui est, disons, standard dans le pays, il y a quelque chose, la banque est détruite ou quoi que ce soit, si cette situation-là se produit et que la personne a de la crypto-monnaie, ça ne l'impacte pas. Pourquoi ça ne l'impacte pas? Donc, ça, c'est un autre cas d'utilisation vraiment incroyable de, par exemple, Bitcoin. Si on pense, par exemple, le conflit en Syrie, donc énormément de gens en Syrie qui avaient travaillé très durement toute leur vie pour économiser de l'argent qu'ils avaient mis dans les banques. Et du jour au lendemain, la banque explose, les terroristes partent avec tout l'argent et ces gens-là se retrouvent sans papier. Il n'y a plus aucune preuve de toute la valeur qu'ils possédaient, par exemple, en banque, ou bien de leur possession, par exemple, la maison ou la voiture, peu importe, tout est perdu. Et au contraire, si ces gens-là avaient utilisé, par exemple, Bitcoin et qui avaient utilisé, comme par exemple, ce qu'on appelle la clé mnémonique, qui est un mot de passe, une série de 12 mots qu'on mémorise dans notre cerveau, et essentiellement, ça fait que notre argent est dans notre tête. Donc, ces gens-là qui se retrouvent, par exemple, après en France ou bien au Canada, s'ils avaient mis leur argent sur Bitcoin et ils avaient mémorisé cette clé-là, peu importe dans quel pays ils se trouvent, bien, ils ont toujours accès à leur argent et ils peuvent justement se protéger. Parce que comme on sait, on ne peut pas faire sauter la banque de Bitcoin. Bitcoin, c'est un réseau global, décentralisé, distribué à travers la planète. Il y a des gens qui sont inquiets, par exemple, par rapport au Bitcoin parce que la grande majorité des Bitcoins sont possédés par une infime minorité de gens. Est-ce que tu penses qu'il y a un danger par rapport à ça? Oui, bien ça, c'est un des problèmes justement autour de Bitcoin, c'est que ça a vraiment été accaparé par les gens qui connaissaient la technologie vraiment dans les débuts, donc les mineurs, ceux qui minaient Bitcoin dans les années 2010-2011. Et en ce moment, bien, la distribution de l'argent dans le monde du Bitcoin est extrêmement mauvaise. Donc 4% des adresses Bitcoin qui possèdent 96% de tous les Bitcoins sur la planète. Si Bitcoin, c'était un pays, ça serait probablement l'un des pires pays au niveau de l'égalité salariale, l'égalité financière. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensent justement à la création de nouvelles crypto-monnaies qui seraient distribuées de façon beaucoup plus démocratique, de façon à créer une économie qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus égalitaire. Toi, tu penses qu'il va y avoir beaucoup de crypto-monnaies comme ça qui va se créer dans les prochaines années? Oui. Bien, selon moi, c'est une des innovations que ça va amener. Au même titre que Internet a révolutionné, par exemple, les médias. Donc, à l'époque, il y avait peut-être 3 postes de télévision à la télévision. Aujourd'hui, bien, il y a des millions de channels YouTube. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense que les crypto-monnaies, ça va amener le même changement dans le domaine de l'argent. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être une monnaie canadienne, une monnaie américaine. Dans le futur, dans peut-être 10-20 ans, il va y avoir des millions et des millions de monnaies. Par exemple, n'importe qui peut créer sa propre monnaie. Les familles vont pouvoir avoir leur propre coin pour faire des échanges entre eux. Les communautés locales également. Probablement que les gouvernements vont avoir leur propre crypto-monnaie et peut-être même qu'il va y avoir une monnaie mondiale. Par exemple, les crypto-monnaies, ça repose beaucoup sur l'utilisation, tu disais, du blockchain, puis de la vérification qui va avec ça. Cette vérification-là demande des ordinateurs qui sont très puissants et donc entraîne une consommation énergétique très importante aussi. Ouais. Comment tu vois l'évolution finalement de la crypto-monnaie sans avoir
un grand problème au niveau de la consommation énergétique et un impact environnemental qui s'associe à ça. Oui. Et ça, en fait, la consommation d'énergie, c'est un sujet qui n'est pas très bien compris. Les gens disent « Ah, on vient créer des bitcoins en utilisant de l'électricité », et c'est pas nécessairement comme ça que ça marche. Pourquoi ça nécessite de l'électricité? En fait, faire rouler le réseau Bitcoin, c'est une forme de protection supplémentaire pour empêcher, par exemple, le spam ou la fraude. Puis, Bitcoin, c'est vraiment la première version de ça. Donc, l'algorithme Proof of Work, justement, qui consomme beaucoup d'électricité, c'était une première version. Et ça fonctionnait bien quand c'était à petite échelle, mais une fois que Bitcoin est devenu si populaire, par exemple, en 2017, et que tout le monde s'est mis à l'utiliser, donc ça a un peu explosé, les coûts énergétiques sont vraiment devenus hors de contrôle. Donc, c'est important de se rappeler que Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est vraiment dans les débuts, c'est les balbutiements. La technologie n'est pas encore parfaite, les gens travaillent là-dessus et il y a beaucoup de gens qui travaillent à développer des nouvelles technologies, par exemple Proof of Stake, donc Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus populaire, qui va transiger à ça au courant de l'année et qui devrait consommer énormément moins d'électricité. Donc, c'est en cours de construction. Ça ne sera pas parfait dans les débuts, tout comme l'Internet, dans les débuts, c'était lent, c'était pas parfait, mais éventuellement, la technologie va se développer et ça va devenir, on va régler chacun des problèmes un à un. D'ailleurs, tu parlais justement qu'il y a un côté où est-ce qu'on pourrait même aller insérer de l'intelligence artificielle, partir avec ces idées-là. Ouais. Tu as fait un exemple qui est assez original aussi, où est-ce qu'on voit une voiture être son propre propriétaire, finalement. Ouais. Ça, c'est une autre révolution dont tu parlais. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça peut amener comme drôle de situation de ce genre? En fait, les crypto-monnaies, ça amène deux révolutions qui sont vraiment fondamentales. D'abord, pour la première fois, on peut venir programmer de l'argent. Et pour la première fois, les ordinateurs peuvent avoir leur propre compte de banque. Donc, Bitcoin se fiche que tu sois un être humain ou un ordinateur. Pour lui, ça va fonctionner quand même. Et donc là, si on pense à ça, on peut vraiment faire des programmes qui vont vivre sur la blockchain, par exemple Ethereum, qui va être 100% autonome, qui va être doté d'intelligence artificielle, qui vont avoir accès à leur propre compte de banque et qui vont pouvoir interagir dans le monde réel de la même façon qu'un être humain peut le faire et participer à l'économie globale. Un des exemples que j'ai donné, c'était la voiture intelligente sans conducteur. Donc, avec la blockchain, on pourrait littéralement venir donner un compte de banque à cette voiture-là. Et la voiture pourrait se promener, travailler de façon complètement autonome, cumuler son argent et après réutiliser son argent pour, par exemple, payer son essence, rembourser son coût de production, par exemple, à Toyota. Et même s'il y a un accident, peut-être payer les frais de réparation, etc. Donc, ça amène vraiment des concepts assez pétés. C'est sûr que on est encore très loin de là aujourd'hui. Mais éventuellement, c'est des choses qui seraient possibles potentiellement avec la blockchain et l'intelligence artificielle. Là, on vient quand même de toucher à trois sujets qui sont assez complexes. On parle d'intelligence artificielle, c'est déjà un sujet qui n'est pas très démocratisé. On parle de blockchain, on parle de crypto-monnaie. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ça, sachant qu'il y a des gens, justement, que c'est pas des technologies qui vont aller naturellement vers parce qu'ils ne les comprennent pas, c'est assez obscur et tout. Comment tu vois la démocratisation de ces concepts-là? D'abord, c'est important d'en parler, puis c'est pourquoi je suis venu le présenter au WAC. Selon moi, beaucoup de gens parlent de Bitcoin, par exemple, puis ils pensent que c'est un peu comme une nouvelle forme de PayPal un peu bizarre, puis ils ne comprennent pas vraiment l'intérêt. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'expliquer les changements fondamentaux que cette nouvelle technologie-là peut amener. Et une fois qu'on comprend ça, je pense que tranquillement, pas vite, les gens vont s'habituer à cette nouvelle technologie-là. Tu sais, mettons, je regardais une vidéo dans les débuts d'Internet où, par exemple, il en parlait aux nouvelles, puis le journaliste demandait à l'autre, OK, Internet, c'est les www ou c'est le A commercial? L'autre dit, je pense que c'est le A commercial. Donc, tu sais, il y avait vraiment une mauvaise compréhension du système et éventuellement, les gens ont appris. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi un www ou un A commercial. Et je pense que la même chose va se passer dans le domaine de la blockchain ou de l'intelligence artificielle. Donc, les gens vont apprendre c'est quoi un smart contract. Les gens vont apprendre à utiliser leurs adresses Bitcoin, leurs clés privées, etc. Donc, c'est juste une question de temps et d'éducation. À ce moment-là, si les gens voudraient avoir plus d'informations, sont intéressés par ton travail, ce que tu as à dire sur le sujet, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'ils pourraient aller te rejoindre, avoir peut-être sur les réseaux sociaux? Oui, donc je vous invite à me suivre sur mon Twitter, sur mon Medium également. Donc juste cherchez Tony Aubé sur Twitter et sur Medium, vous allez avoir accès à mon compte. Je partage énormément d'informations sur les crypto-monnaies, autant sur l'intelligence artificielle et le design également. Et ma présentation que j'ai faite au WAC va se retrouver sur YouTube d'ici 2 ou 3 semaines. Donc si vous me suivez sur YouTube, Tony Aubé, WAC, W-A-Q, 1-8, vous allez pouvoir justement voir ma présentation qui a été filmée, qui va être disponible à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuité. Oui, merci.